Amende de 4 milliards de dollars. Injonction pour modifier les contrats immédiatement. Dana White en prison. Ça, c'est une partie des risques que courait l'UFC dans l'affaire du recours collectif. Finalement, on entend qu'il y aurait un arrangement autour de 335 millions. C'est tout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur Fight Minds, nous allons creuser dans ce class action. Et pour cette discussion, je voulais quelqu'un de compétent, quelqu'un qui connaît le droit et qui est également passionné par le MMA. Michel, salut, peux-tu te présenter? Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Michel sur les réseaux sociaux. Comme l'a dit Chris, je suis le MMA depuis maintenant un certain temps. Et à côté de ça, je suis aussi doctorant en droit public. J'ai certes une proximité avec le domaine en question, c'est-à-dire le droit de la concurrence américain. Et aussi la procédure qui a été utilisée, la procédure de class action. Alors, c'est pas non plus mon domaine précis d'expertise, donc je vais essayer de pas dire trop de bêtises. Donc, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires s'il y a besoin. Il n'y a pas du tout de souci avec ça. Et voilà, on va essayer de vulgariser au maximum sans non plus trop perdre le sens de ce qu'on veut dire. Et j'espère que ça va très bien se passer. Bon, voilà, t'as mis un très bon contexte. Donc, ce qu'on voulait faire ici sur Fight Mind, c'était avoir la capacité et la connaissance de pouvoir vulgariser au maximum quelque chose qui est quand même très technique. Et comme tu l'as souligné, tu es quelqu'un de proche du milieu, mais un peu comme, je vais prendre l'informatique par exemple, quand on se présente en tant qu'informaticien, les gens vont toujours dire « Oh, tu peux réparer mon PC », alors que pas spécialement. Au sein de l'informatique, il y a plusieurs sous-parties d'expertise, les programmeurs, ceux qui s'y connaissent en réseau, etc., etc. Ici, pareil, c'était très compliqué de trouver en France quelqu'un qui a une expertise dans le droit à la concurrence aux États-Unis, mais tu as les bonnes fondations pour pouvoir comprendre. Je sais que tu as lu une panoplie de documents pour pouvoir nous pondre un beau sujet. Et pour finir, voilà, t'as fait le taf. Et pour finir, en fait, comme ça tout le monde sait, à la base on voulait faire une vidéo ultra précise avec un montage à la clé, etc., etc. Et quand la news est tombée qu'il y aurait un arrangement à l'amiable, on a changé nos plans et finalement on fait quelque chose en format de podcast. Donc je propose qu'on commence par la base de la base de la base pour que tout le monde soit aligné sur la même chose. Qu'est-ce qu'une class action? Comment est-ce que tu définis ça? Alors, une class action, ça a l'air d'être un énorme mot. En réalité, c'est assez simple. En français, on parle plutôt d'action collective, donc ça reste quand même quelque chose de très anglo-saxon, une class action. On a certains cas. Je vais prendre un exemple, la pharmacie. En pharmacie, si on a un médicament qui est défaillant, on va avoir beaucoup de victimes. Beaucoup de gens qui vont avoir subi un préjudice. Et ces personnes peuvent être déjà très nombreuses et aussi très éloignées géographiquement, surtout aux États-Unis avec les différents États, etc. Et on va avoir des difficultés pratiques pour réparer le préjudice qui a été subi par toutes ces personnes. Et l'intérêt des class action, ce n'est que de proposer une facilité procédurale où on va définir un énorme groupe. Bon, parfois, il y a un groupe assez moyen de 40, 60, 100, 200 personnes. En l'occurrence, on est sur du 1200, mais on en parlera peut-être juste après. Et de ce groupe, on va tirer des représentants qui vont défendre les intérêts de l'ensemble de la classe. Donc, la class action, c'est pas quelque chose qu'on connaît énormément en France, mais c'est beaucoup sur des litiges comme ça de pharmacie, parfois aussi de droit de l'environnement, d'antitrust. C'est aussi le cas. S'il y a un monopole, ça va être les consommateurs qui en seront victimes. On peut faire une classe avec du coup ces représentants qui vont défendre les intérêts de la classe et à la fin, l'issue du procès est censée pouvoir bénéficier à l'ensemble des membres du groupe. C'est ça, c'est quand tout le monde est victime, enfin quand toutes les victimes ont un vrai point commun sur une affaire, il y a une sous-partie qui va être les représentants de toutes les personnes, évidemment représentés aussi à l'aide d'avocats et sur base du jugement, s'il y a un bénéfice à en tirer, notamment des dommages et intérêts, parce que ce sera le cas ici, toutes les personnes de ce groupe vont en bénéficier. Parlons justement du groupe. Quel est le groupe concerné par cette class action contre l'UFC ou cette action collective pour récupérer le terme français? Alors, là, j'ai rien inventé. J'ai juste vous lire ce qui a été jugé l'année dernière pour fixer le groupe. Alors, le groupe qui est déterminé, mais ça peut encore changer. Attention, j'ai lu des possibilités où ça pouvait encore changer, notamment avec le moment où ils vont devoir approuver l'accord qui a été conclu entre les représentants et l'UFC. Alors le groupe, ce sont toutes les personnes ayant participé à un ou plusieurs combats professionnels de MMA en direct promus par l'UFC, ayant lieu ou diffusés aux États-Unis entre le 16 décembre 2010 et le 30 juin 2017. Alors sur ce petit point, attention, donc il y a deux affaires. Il y a eu deux class action. La plus grosse, c'était la première, donc celle dont je vous parle
décembre 2010 à juin 2017, mais il y en avait aussi une deuxième avec beaucoup moins de personnes qui étaient représentées, enfin beaucoup moins de personnes dans le groupe, qui allait de 2017 à aujourd'hui. Et les deux sont censés s'éteindre avec l'accord qui a été conclu. Alors attention, notamment pour plusieurs combattants français, la classe exclut toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme résidents ou citoyens américains, à moins que l'UFC n'ait payé ces personnes pour participer à un combat disputé aux États-Unis. Alors, ça représente grosso modo 1200 combattants, donc on n'a pas forcément de chiffres précis. Et les représentants de la classe, il y en a plusieurs. Donc, il y avait Kung Lee, Nathan Quarry, John Fitch, certains assez connus quand même, Brandon Vera, Javier Luis Vasquez et Kyle Kingsbury. Oui. Et petite question subsidiaire ici, puisque on parlait tout le temps de 1200 combattants. Alors, je sais pas si tu as cette information-là, mais j'ai l'impression que 1200, c'était sur l'action collective de 2010 à 2017. Et quand tu dis qu'on n'a pas le chiffre précis, est-ce que c'est parce que la deuxième action, elle est jusqu'à maintenant? Donc, chaque événement UFC supplémentaire, potentiellement, rajoute des combattants au groupe. Alors pour la deuxième action, c'est le cas, on n'avait pas de chiffre précis, mais j'ai pu écouter des personnes qui avaient pas mal étudié l'affaire et qui parlaient seulement de plusieurs centaines de combattants. Qui se rajoutent à ces 1200. Bah oui, mais du coup c'est sur une procédure, c'est sur une autre procédure, donc c'est pas le même groupe. Et sur le premier groupe, on est sur 1200. Pourquoi? C'est parce que c'est assez compliqué de définir un groupe et d'avoir un niveau de précision. En fait, plus on va préciser, en fait, plus on va enlever beaucoup de personnes qui, quelque part, méritaient aussi d'avoir une réparation de préjudice. Donc, c'est cette petite difficulté-là. Par exemple, ce que l'UFC, pendant la procédure, avait dit que la définition du groupe était mauvaise, notamment parce que certains des combattants n'avaient pas été affectés par les pratiques dont on parlera juste après. Okay. Et l'idée, c'était de créer un groupe, de mettre une définition, et ensuite, au cas par cas, on pourrait aller voir si la personne a véritablement été lésée par les actions de l'UFC. Évidemment, c'est très logique d'un côté comme de l'autre en fait, hein, pour les plaintifs, mais aussi pour l'UFC qui doit se défendre, d'avoir une définition précise de qui est le groupe, et sur base de ça, on sait au cas par cas dire toi tu fais partie du groupe, toi tu fais pas partie du groupe, toi tu fais partie du groupe. Et comme tu l'as dit, il y a très peu, voire aucun combattant français qui est considéré dans ce groupe, parce qu'à cette époque-là, on avait des Taylor Lapillus, on avait des Michael Lebou, mais si je dis pas de bêtises, ils ont majoritairement combattu en Europe. Et en plus de ça, ils sont pas citoyens américains et donc n'ont probablement pas été rémunérés. Il y avait peut-être Tchèque Congo. Ah oui. C'est possible. Ok. Mais hormis Tchèque Congo, je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais par exemple, des Conor McGregor sont normalement dans la classe. Après, la question, c'était est-ce qu'ils ont véritablement été lésés par les pratiques monopolistiques de l'UFC? Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a certains combattants qui, on pourrait considérer, qui ont été payés à juste valeur, même si l'UFC n'avait pas été en monopole et monopsone. Et justement, ça me fait peut-être la bonne transition vers la question suivante, qui est quelles sont les allégations? Alors, on pourrait penser que c'est très compliqué. En réalité, il n'y a qu'une allégation. La seule allégation, c'est une violation d'un texte qu'on appelle le Sherman Act, le Sherman Antitrust Act, qui prohibe notamment le fait de chercher à acquérir, de conspirer pour acquérir ou maintenir un monopole. Et par extension, on parle aussi des monopsones. C'est super dur à dire. Des monopsones. Alors, un monopole, c'est une monopolie. C'est l'idée qu'on a un vendeur pour plein d'acheteurs. Alors qu'un monopsone, c'est tout simplement l'inverse. On va avoir un acheteur pour plein de vendeurs. Pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, c'est par exemple, je suis dans le Cantal. Donc voilà, on va un petit peu situer. On est en Auvergne, on est dans le Cantal, et on va avoir qu'une seule coopérative qui va racheter le lait de tout le monde. Donc il y aura plein de vendeurs qui vont vendre leur lait, mais on n'aura qu'un seul acheteur. Et en fait, cet acheteur est dans une situation où il peut fixer les prix un peu comme ils veulent. Et comme les vendeurs doivent forcément vendre, bah, ils vont être contraints par les prix que va fixer l'acheteur. Ouais. Donc le monopole et le monopsone. Donc c'est l'inverse, mais c'est deux faces d'une même pièce. Et petit point aussi sur le droit de la concurrence. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Pourquoi est-ce que le terme antitrust, droit de la concurrence, c'est des violations qui sont quand même très graves. Alors, je pense pas forcément me tromper en disant que globalement en Occident, même peut-être à l'échelle du monde aussi, on a un dogme, donc un dogme qui est le dogme de la concurrence. La concurrence, c'est l'idée de dire pour avoir la meilleure innovation, le meilleur prix, le meilleur produit, le fait de mettre les opérateurs économiques en concurrence, c'est le meilleur moyen pour y arriver.
Donc, qu'on soit d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Sauf que fin 20e siècle, fin 19e siècle, on va passer d'un dogme de la concurrence, on va dire tout simplement libre, c'est la liberté absolue, à un dogme de la concurrence régulée, parce qu'on s'est rendu compte que notamment la concurrence, comme on parle de jeu de la concurrence, c'est une compétition. À la fin d'une compétition, il y a quelqu'un qui gagne. Sauf que gagner la concurrence, qu'est-ce que c'est? Hormis avoir un monopole. Et un monopole, il se traduit évidemment par l'absence de concurrence. Donc, ce qu'on va faire, moi j'étais pas là, ce qu'on va faire au 20e, j'espère. Tu parais jeune, hein, pour ton âge alors. C'est grâce à des petites crèmes. Ce qu'on va faire au 20e et au 21e siècle, ça va être d'ériger des règles pour réguler, pour contrôler la concurrence. Et ça va être un ensemble de règles qu'on va appeler le droit de la concurrence. Et l'idée, c'est d'avoir un jeu de la concurrence qu'on va entretenir pour avoir un jeu perpétuel et ne jamais véritablement avoir de gagnant. Comme ça, on a toujours cette concurrence qui est, selon le dogme préalable, bénéfique pour la société. Et c'est même une des principales règles de nos économies aujourd'hui en Occident. C'est cette concurrence qu'on veut entretenir. Et donc, les gens qui vont chercher à acquérir des monopoles, et pas que, on peut parler aussi des ententes, des cartels, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire des opérateurs qui vont s'entendre pour mettre un certain prix et pour leur propre intérêt au détriment des consommateurs, car c'est finalement cet intérêt-là qu'on cherche à protéger. C'est des infractions qui sont très graves. Surtout aux États-Unis, c'est vraiment très grave. Et c'est des lois fédérales aux États-Unis, ça s'applique à tout le monde, ça peut aller en prison, on en parlera peut-être plus tard. C'est vraiment un droit qui est important. Tout à fait. Et ça se ressent dans beaucoup de business. Et comme tu le dis, c'est vrai que ça allait plus loin maintenant quand c'est régulé. Je vais prendre un exemple en Belgique qui est pas spécialement respecté puisque mes parents sont dans l'immobilier. Il y a toute une époque en immobilier où toutes les agences s'étaient mises d'accord pour dire que la commission qu'une agence immobilière prend sur une vente, c'est 3%. Comme ça, il y a pas, on peut pas jouer la concurrence et acquérir de nouveaux clients en disant tout le monde fait à 3%, moi je vais taper 1%. C'est un peu c'est non éthique. Bon, aujourd'hui, il y a des agences immobilières qui vont taper le 1% pour récupérer des clients. Et donc en fait, l'accord qu'il y avait entre concurrents, et c'est ça dont tu parlais, c'est que de temps en temps, tu as des concurrents et normalement quand on parle concurrent, on pense compétition, donc je veux battre la concurrence, mais il peut y avoir des règles entre concurrents où on dit OK, on va pas se battre les uns les autres sur la commission ou le prix qu'on offre, mais plutôt sur la qualité du produit ou du service. Et ça, c'est plus légitime. Bref, c'est ça, ici, ce que j'aime bien, c'est que tu parles de l'allégation, c'est la prise, le maintien du monopole et du monopsone sur base de certaines actions. Mais il me semble, dis-moi si je me trompe, parce que là, je pars en dehors de des questions que j'avais envoyées à l'avance. Il me semble avoir lu quelque part que c'est pas interdit d'avoir le monopole, c'est interdit d'en abuser. Parce que tu pourrais te retrouver dans une niche où t'as pas de concurrent et c'est pas ta faute, c'est juste qu'il y a personne qui est venu sur ce marché-là, donc t'es le seul, t'as le monopole par définition. Le truc, c'est si tu en abuses, c'est là où on peut venir t'attaquer. Est-ce que c'est correct de dire ça? C'est assez correct. En fait, l'idée, c'est qu'en soi, si tu gagnes le jeu de la concurrence par des moyens qui sont légaux, qui sont légitimes, on peut pas non plus interdire un gagnant. Moi par exemple là je travaille actuellement à l'hôpital et je suis sur un secteur de l'informatique et souvent il y a des gens qui sont en monopole. Il n'y a pas non plus 1000 personnes qui font un logiciel pour connecter précisément le logiciel de radiologie avec tel autre logiciel. Ouais. Il n'y en a qu'un seul qui le vend. Voilà. Donc c'est là on a aussi un intérêt et un point très important. Et pour moi c'était vraiment le point le plus important de l'ensemble de la classe, même si ça m'était pas non plus 1000 doutes. C'était ce qu'on appelle la définition du marché pertinent. Okay. Parce que plus on va zoomer sur un marché, plus on va trouver des gens qui sont en situation de monopole. Si je prends par exemple tout à l'heure on parlait du lait, si je prends le marché du lait demi-écrémé dans une petite commune d'Auvergne de 200 habitants, il peut y en avoir qu'un seul. Du coup, il sera en monopole. Si je prends le domaine du lait, le marché du lait demi-écrémé dans l'ensemble de l'Auvergne, ils sont des centaines. Donc voilà. Ça, c'était un point extrêmement important. Et justement, là, il y a deux marchés qui ont été définis durant la première class action, qui était celle qui allait le plus loin. Du coup, on a plus d'infos. Il y a deux marchés. On a le marché dit des intrants et le marché dit des sortants. Alors, le marché dit des intrants, c'est là où il y a une allégation de monopsone de la part des combattants contre l'UFC. Le marché intrant, c'est assez simple. C'est l'achat
des services d'un combattant professionnel de MMA ayant une notoriété au moins régionale. On parle aussi de Elite Fighter Services. L'idée, c'est, on a l'UFC qui va acheter les services des combattants pour qu'ils se battent chez eux. Sauf que, entre un combattant qui va à l'UFC et un combattant qui a une notoriété, à rigueur, universitaire, une notoriété dans une ville qui sort d'une carrière amateur, il y a un monde. C'est pour ça qu'on parle souvent de créer sa carrière pour aller à l'UFC dans la grosse ligue. Parce que c'est pas tous les combattants qui peuvent y aller. Et c'est là où c'est assez intéressant. C'est que les juges, malgré souvent qu'on critique, voilà, ils sont assez vieux, ils comprennent pas, ils font pas forcément l'effort, ils ont totalement compris le marché. Et sur le marché des intrants, ils vont pas comparer ceux qui sortent de carrière amateur avec des Connor, des Nassourdine, etc. Donc on a ce marché spécifique des Elite Fighter Services, où là on accuse l'UFC d'être le seul à pouvoir acheter des services de ses combattants. Okay. Donc on a un autre marché, donc le marché sortant, où c'est tout simplement la promotion en direct de combats de MMA professionnels ayant entre guillemets un certain niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus comparé l'UFC avec le KSW ou avec l'Ares. L'UFC, on compare à la rigueur avec le Strikeforce à l'époque, avec le Bellator ou le PFL. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est les deux marchés où il y a dans le marché intrant une accusation de monopsone et dans le marché sortant une accusation de monopole. Et l'idée, alors là, je trouve ça très intéressant, c'est qu'on va joindre les deux marchés. En fait, on considère que s'il y a un monopsone sur le marché intrant, il y a forcément un monopole sur le marché sortant. Et s'il y a un monopole sur le marché sortant, il y a forcément un monopole sur le marché intrant. Alors, je vais m'expliquer. Le MMA, en fait, c'est comme la boxe. On a des cartes de combattants et qui se finissent généralement par un main event, un co-main event. On parle souvent de vendre une carte. Et à juste titre, c'est que le co-main event et le main event, c'est ce qui va permettre aux Américains, notamment, d'acheter des pay-per-view hors de prix. Oui. Sauf que pas n'importe quel combattant est co-main event ou main event. Ces combattants, c'est ce qu'on appelle un sous-marché du marché intrant, c'est le marché des headliners. Qui sont compris comme les 15 meilleurs combattants des 10 principales catégories. D'ailleurs, le classement, c'est le classement Fight Matrix. Pour l'anecdote qui est utilisé à la fois par les experts et par la requête. Donc, ce sont ces 15 meilleurs combattants des 10 meilleures catégories. Sauf que, pour vendre une carte, il faut ces combattants headliners, mais où est-ce qu'ils sont? Eh ben, ils sont entre 2010 et 2017 à 95 et 99% à l'UFC. C'est énorme. Okay. Donc ça, c'est les stats des experts qui ont été mandatés et qui ont été discutés. L'UFC a voulu les évincer. Monsieur de la jurisprudence là-dessus, ils ont voulu les évincer. Ils ont été maintenus. Leur témoignage, leur expertise a été maintenue dans les documents. Donc on est entre 95 et 99% de la part des headliners qui est à l'UFC. Donc les concurrents, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vendre une carte? C'est ça. On pourrait se dire, mais ils ont qu'à développer leurs headliners. Mais même pas, parce que pour développer un headliners, c'est cette idée de je gagne, du coup je prends ta hype. Du coup, il faut bien qu'un prospect, il faut le dénicher, le prospect, il faut pas qu'il aille à l'UFC, parce que l'UFC, ils ont plus de moyens que toi. Ouais. Du coup, il faut qu'ils restent chez toi, qu'ils se combattent contre un headliner, ceux qui sont quasiment tous à l'UFC. Donc c'est un jeu qui est quand même très compliqué. Et donc, on voit bien où si j'ai un monopsone sur le marché des intrants, donc notamment sur celui des headliners, bah, je vais avoir un monopole sur la diffusion, parce qu'il y a que moi qui pourra vendre des cartes. Et s'il y a que moi qui peux vendre des cartes, bah, il y a que moi qui ai assez d'argent pour pouvoir acheter les jeunes prospects. Ouais, et puis pour revenir sur créer des stars quand tu as une plus petite promotion, bah, tu sais pas, parce que pour bien vendre, tu dois bien vendre ton produit, mais si tout le marché est étouffé, submergé par l'UFC, bah, tu sais pas non plus toi-même grandir en tant que produit pour pouvoir construire des stars à partir de zéro. Ah bah de toute façon, d'un point de vue business, je te laisserais plus parler que moi. C'est peut-être un domaine que je connais un peu moins, mais c'est ça. Et dans la requête l'explique extrêmement bien dans les documents qu'ils ont publiés sur leur site. C'est très pédagogue. Ils expliquent bien que pour un concurrent, c'est très compliqué. Ouais. Ça change aujourd'hui avec le PFL, où le PFL est ponctionné d'argent. Ils ont énormément d'investisseurs, où ils peuvent derrière maintenir des Cédric Doumbé chez eux, par exemple, acheter des Francis Ngannou. Où là, ça peut peut-être un peu changer. Parce que là, je sais qu'on rentre dans l'aspect business, mais ils ont rentré beaucoup d'argent en investissement. Je pense qu'on parlait, la rumeur, c'était 280 millions. Quand tu regardes le chiffre d'affaires de l'UFC, c'est rien. C'est encore rien du tout. Bah comparativement, c'est que dalle. Donc oui, il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais avec ce beaucoup d'argent, tu risques de vite
le dépenser, justement, parce que ça revient là-dessus, tu risques de vite le dépenser. C'est un peu comme au poker. J'ai fait une analogie avec le poker, c'est tu rentres à une table et toi, j'invente un 200 euros et tous les autres joueurs, ils ont 20 000 euros ou 50 000 euros. Ils vont directement jouer ton tapis parce que pour eux, tes 200 euros, c'est que dalle. Et donc tu délapides très rapidement ton tapis, et si t'as pas de chance au début de faire plein de all-in et de récupérer beaucoup d'argent, ça va pas fonctionner. Donc là, le PFL, je pense qu'ils ont reçu beaucoup d'argent, mais s'ils arrivent pas à le rentabiliser, ça va être éphémère. Ils vont pas pouvoir garder des Cédric Doumbé, des Francis Ngannou très longtemps, parce que quand ils n'ont plus d'argent, tous ces combattants-là vont se tourner vers là où il y en a. Et encore une fois, si l'UFC a le monopole et le monopsone encore pendant des années, le seul endroit où il y aura de l'argent, suffisamment d'argent pour les payer, ce sera l'UFC. Et donc ils vont quand même, c'est que éphémère. Tant qu'ils le gardent, on va rester dans une boucle infinie, selon moi. Mais bon, là on est parti un peu sur le côté business. On va revenir sur le côté un peu plus. Mais ça reste les grosses questions. Oui, bien sûr. Ça reste les grosses questions. Et d'ailleurs, si on veut, donc là, je voulais montrer cette relation entre le marché entrant et le marché sortant. Et pourquoi est-ce qu'on a j'étais pas là, mais le juge a décidé de lier les deux marchés, c'est parce qu'en fait, les deux marchés sont intrinsèquement liés. Si l'un est en monopsone, l'autre est en monopole, et si l'un est en monopole, l'autre est en monopsone. Et pour avoir quelques petites statistiques un peu croustillantes sur l'état du marché, sur le marché intrant, les experts estiment entre 71, avec un outil de mesure précis où je prends la fourchette la plus basse, et 91 avec un autre outil de mesure où je prends la fourchette la plus haute, % de domination de l'UFC sur ce marché des intrants. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont au minimum 71% des combattants qui ont une certaine notoriété, qui ont le potentiel d'aller à l'UFC, ou d'aller au Bellator, ou d'aller au PFL, etc. Sachant que d'après la doctrine, donc ça va être la doctrine, en fait, c'est moi finalement aussi en tant que doctorant, ça va être les universitaires américains qui traitent de ces questions-là. Ils estiment que dès lors qu'on est sur du 20 ou du 30%, c'est suffisant pour produire des effets anticoncurrentiels. Donc là, on est quand même sur du 71, voire du 91% selon l'outil de mesure qui est utilisé. Donc on est sur une énorme domination. Et sur le marché, double ou triple en fait par rapport à la définition de base, quoi. C'est ça. Et du coup après c'était le boulot de la justice ensuite de démontrer qu'il y a véritablement des effets anticoncurrentiels qui sont produits. C'est ça. Donc là on a défini ce qu'était le monopole et monopsone de l'UFC. On va peut-être un tout petit peu parler des éléments qui ont amené à prouver que ils avaient cherché à l'obtenir, parce que ça je pense que c'est aussi important, et à le maintenir pour pouvoir en abuser. Et après, on va parler aussi des actions anticoncurrentielles sur lesquelles on a attaqué l'UFC. Donc, notamment, je pense que une des façons pour l'UFC de maintenir, d'aller chercher et de maintenir ce monopole pour plus tard en profiter, c'est le rachat d'autres promotions et puis les faire disparaître. Ah, c'est absolument ça. Okay. En fait, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'UFC a un monopole de manière qu'elle a acquis sans moyens anticoncurrentiels, ou est-ce qu'elle a mis ce qu'on pourrait appeler des barrières à l'entrée sur le marché, des barrières en fait qui sont infranchissables pour quelconque concurrent qui veut rentrer sur le marché et tenter de concurrencer l'UFC. Et là, il y a quand même deux axes. Alors le premier axe, tu l'as dit, c'est le rachat de la concurrence. C'est ce qu'on va appeler l'horizontalité. L'UFC, donc, c'est peut-être pas très utile que je dise un peu tous les rachats qu'ils ont fait, parce qu'on a eu beaucoup. Mais Pride, WEC, Strikeforce, t'en as parlé tout à l'heure. Je pense que c'est les trois gros. Absolument. L'UFC a racheté à la fois des petites ligues, en rachetant aussi leur rooster, comme ça, ça a encore plus de domination, et à la fois aussi des grosses ligues. Donc l'acquisition horizontale, ça leur permet de prendre plus de parts de marché. Et par exemple en France, ce qu'on appelle des fusions, acquisitions, etc., c'est très contrôlé par une autorité indépendante. Oui, et en fait c'est bien que tu parles parce que de ça, parce que t'as un achat horizontal, à la limite le seul qu'ils ont fait c'est le Pride, qui était vraiment le concurrent historique de l'UFC. Et puis ils ont racheté des moyennes, le Strikeforce, le WEC. Bon, WEC, je pense qu'ils étaient déjà liés, que c'était considéré comme la petite sœur de l'UFC, c'était déjà lié. Et puis des beaucoup plus petites. Et ça revient au point que tu avais dit par le passé, c'est ok, s'ils n'ont que le monopole mais pas le monopsone, c'est à toi en tant que petite promotion de construire tes stars pour pouvoir les exploiter plus tard et prendre tes parts de marché. Mais au final, si les petites promotions sont rachetées avec le roster inclus, les petites stars qui avaient été construites par des petites promotions, au moment où la promotion n'existe plus, peut-être qu'une nouvelle promotion peut venir prendre ce roster et
et retravailler un peu sur la starification de certains athlètes? Eh ben non, parce que la petite promotion a été rachetée avec le roster inclus. Et si je dis pas de bêtises, en tout cas à l'époque du Pride, l'UFC avait vraiment dit, OK, on a racheté le Pride, on a le roster. Bah, du roster, on prend lui, et les autres, on voit aucun potentiel en eux, ils peuvent aller voir ailleurs, quoi. Alors, en fait, ils s'accaparent en fait ce qu'ils désirent s'accaparer. Et il y a aussi d'autres pratiques, pour le coup, qui sont un peu plus rigolotes, même si elles sont dramatiques pour les concurrents, on va dire. On a un cas, c'est un cas avec le Bellator. Le Bellator avait construit une énorme carte à New York, et l'UFC, qui laissait entre guillemets vivre le Bellator parce qu'il ne l'avait pas racheté, pour éviter que le Bellator grandisse trop. Le même soir, avec 15 km, ils vont faire une autre carte, comme c'est l'UFC, beaucoup plus intéressante pour les spectateurs, juste pour les ennuyer. Et c'est un peu souvent une petite blague qu'il y a sur Twitter, sur le milieu MMA, etc. C'est que dès lors qu'une grosse carte est annoncée par un concurrent, le PFL ou en boxe, ben on sait qu'à l'UFC, on va avoir une super carte. Ouais. Et effectivement, comme tu le disais plus tôt, comme les autres promotions n'ont pas la même qualité de headliners, ils sont incapables de faire une carte qui sera plus attractive que celle de l'UFC. Et donc, quand tu fais le même soir, à 15 km en plus, parce que il y a la grosse partie de la concurrence va se jouer sur les pay-per-view et sur les vues digitales. Mais là, ils sont carrément allés à 15 km, ce qui signifie aussi sur la vente de tickets, ils vont venir ennuyer, quoi. Parce que toi, t'habites un peu entre les deux, ou enfin voilà, 15 km, c'est rien. Pour voir ce genre d'événement, bah, ton choix, il est vite fait. Et en plus de ça, ils pourraient même se permettre avec l'argent qu'ils ont et les bénéfices qu'ils font, ils pouvaient même se permettre de faire les mêmes prix pour s'assurer que tout le monde aille chez eux. Mais je suis persuadé qu'en plus, ils faisaient plus cher et que malgré qu'ils faisaient plus cher, tout le monde se dirigeait vers l'UFC. J'allais dire ça plus tôt dans le podcast, mais imaginez aujourd'hui le PFL ou le Bellator qu'on a eu, bah voilà, le Bellator qu'on vient d'avoir vendredi passé avec comme combat principal Corey Anderson contre Karl Moore. Imaginez s'ils faisaient $85 de pay-per-view. Ça vend rien. Ils peuvent pas aller chercher les mêmes prix que l'UFC par le fait qu'ils n'ont pas le même roster. Donc, ouais, c'est fun, même si sur le point de vue des conséquences que ça a eu sur beaucoup d'athlètes, c'est moins fun. C'est ça. Maintenant qu'on a bien défini ce qu'est le marché, comment ils ont joué avec la prise du monopole, le maintien du monopole et l'abus du monopole, quelles sont les actions anticoncurrentielles que l'UFC ont fait et sur lesquelles on les attaque. Bah, le rachat de la concurrence, le rachat de la concurrence, déjà, c'en est une, potentiellement. Ouais. Après, le gros point, le nerf de la guerre, ça va être les clauses des contrats. Ouais. Et c'était là-dessus aussi que la class action, à la base, avait une volonté très solidaire de vouloir faire changer les choses, de faire bouger les choses sur les clauses des contrats. Alors, pourquoi? Le combattant qui est sur le marché des intrants, il va être acheté, enfin, ses services vont être achetés par l'UFC. On va lui faire signer un contrat avec plein de clauses, d'ailleurs, de ce que j'ai compris, mais je pense que pour le coup, Adri Cassata pourra mieux t'en parler, parce qu'il a des combattantes et des combattantes qui sont là-bas. Pour l'instant, une combattante, à terme, il en aura plusieurs. Oh, bah, et puis, en tant que manager, il a aussi plus d'histoires à raconter. Je pense qu'il en aura plusieurs. Il signe plusieurs contrats, donc un contrat globalement où on dit je signe à l'UFC entre guillemets et un contrat pour chaque combat, ce que j'ai pu lire. Ouais, mais ça c'est un classique, je peux te le confirmer parce que tu vas signer au Cage Warriors, à l'époque en tout cas c'était le cas, au KSW pareil. En fait, dès le moment où tu as un contrat d'exclusivité sur plusieurs combats, tu vas avoir ton contrat global sur l'exclusivité par exemple, je prends le Cage Warriors parce que c'est là où j'ai le plus d'expérience, tu vas signer sur 4 combats ou 18 mois. Donc, ton contrat s'arrête au bout de 4 combats dans la promotion ou bien de 18 mois à partir du premier combat. Et alors, une fois que tu as une proposition de combat, tu vas signer un nouveau contrat sur ce combat précis. Tu combats un tel, à telle date, à tel poids, à tel lieu. Voilà, ça, c'est les 4 éléments principaux. Après, tu as les primes, tu as les amendes en cas de manquement de pesée, etc., etc. Mais donc, tu as totalement raison, que ce soit à l'UFC ou la plupart des autres promotions qui se sont inspirées des contrats UFC, c'est le contrat général qui est sur une durée et un nombre de combats, plus les contrats singuliers, pas single fight, on va appeler ça comme ça, par combat. Bah, c'est tout ce que j'avais lu, du coup. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Et la question qu'on va se poser, c'est, j'ai un combattant où j'ai signé pour 4 combats. Moi, mon intérêt personnel, c'est de l'avoir tout le temps, parce que sinon, il va aller chez la concurrence, moi, je l'ai développé, il me rapporte de l'argent, etc. Comment est-ce que je peux le mettre sous contrat, sous menottes, finalement, de manière perpétuelle? Là, il y a 2 points. Il y a d'abord les clauses contractuelles qui permettent d'avoir des contrats
quasi perpétuelle et on a aussi la pratique contractuelle de l'UFC. Et vous allez voir, ça va faire écho à beaucoup de choses dont on parle très souvent. Alors, au niveau des clauses contractuelles, on a beaucoup de choses. On a des clauses d'exclusivité, tout simplement. Le combattant qui a l'UFC n'ira pas combattre au PFL, c'est pas possible. On a plein de choses. On a des gels de contrats. Pendant le Covid, il y a des contrats qui ont été gelés. Pendant des blessures, le contrat peut être gelé. Si le combattant part en retraite, le contrat est gelé. C'est-à-dire que s'il veut revenir de sa retraite, il est à l'UFC. On a des clauses de champion, où dès lors qu'on est champion, on va être prolongé. On a aussi des clauses de prolongation. On a des clauses de right to match, c'est-à-dire que voilà, je suis combattant à l'UFC. Le PFL me fait une proposition, l'UFC a X semaines pour pouvoir matcher la proposition du PFL. Ouais, c'est ça. Donc, si un jour tu réussis à arriver à la fin de ton contrat et que tu veux en sortir, tu vas recevoir des propositions d'autres promotions. Tu vas pas pouvoir les accepter sans que l'UFC ait au moins l'opportunité de matcher. C'est ça? Si l'UFC match, tu dois aller redemander au PFL, par exemple, d'augmenter, et puis ça va être un jeu, et puis peut-être qu'à un moment, l'UFC va lâcher, mais tant que l'UFC est capable de matcher ce qu'on te propose de l'autre côté, tu dois rester chez eux. Là, c'est ça. En tout cas, de ce que j'ai pu lire dans les documents, c'est ça. Donc là, on pourrait se dire, ok, c'est assez compliqué, c'est un peu les menottes, mais on peut s'en sortir. Sauf qu'intervient ensuite la pratique contractuelle qui a été admise notamment par les matchmakers de l'UFC. Et ça, c'est aussi dans les documents. C'est ça. C'est ça. C'est aussi dans les documents des différentes audiences qu'il y a pu avoir. L'UFC, il y a quelque chose qui est très connu, c'est que l'UFC contrôle la carrière du combattant qui est signé chez eux. Il contrôle quand il combat, qui il combat, où il combat, quasiment aussi pour combien il combat. Il contrôle les bonus, il contrôle la montée. C'est pour ça qu'on parle aussi de Dana White privilège, parce que certains sont montés très vite. Ouais. Certains ont fait de très grosses performances. Belal Mohamed, par exemple. Belal Mohamed, il est sur une grosse victoire, il va pas au titre. Parce que Belal Mohamed, c'est pas le plus divertissant à regarder. C'est pour ça. On peut prendre Manon Fiorot, qui combat le week-end prochain. Manon Fiorot, elle avait la catégorie. Il y a toutes ces questions-là. Donc, l'UFC contrôle les carrières. Et en contrôlant les carrières, eux, leur objectif, c'est, j'ai signé pour 4 combats, il m'en reste un. Ce serait quand même sympa que je re-signe avant de faire mon dernier combat. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Soit on retarde le combat de la personne, il dit, vas-y, signe quand même. Et lui, il a peut-être des prétentions salariales trop élevées, et du coup, ils veulent pas le signer. Et vas-y, signe quand même. Du coup, on va retarder son combat. Il y a aussi une autre pratique qu'on connaît très bien, c'est matcher un combattant qui est déjà établi contre un jeune prospect, parce que ce combattant, il veut pas re-signer pour X euros. Ouais. Moi, je pense, parce que je suis particulièrement le MMA français, ça m'étonnerait pas, après, c'est une hypothèse, que Gabriel Bonfim contre BSD, c'est pas un cadeau. Hein. C'est bien Gabriel Bonfim. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Gabriel Bonfim, c'est pas Ismaël. Ah, attends. Non, c'est, je sais plus. Le bon film, quoi. Celui qui un des bons films. Parce que c'était quand même un jeune prospect qui arrivait du Brésil, il faisait peur à tout le monde, c'est pas un cadeau. Mais je pense que c'est même pas une hypothèse. Je pense avoir entendu que c'était un peu la pression que voulait mettre l'UFC sur BSD pour re-signer, mais que Guillaume Pelletier a tenu tête et il a dit non, on prend le combat, on va le gagner et après on va re-signer une meilleure somme. Donc là, c'est un genre de coup de poker qu'ils ont fait et ça a payé. Mais on a évidemment beaucoup d'autres match-up où on s'est posé des questions. Sean Strickland contre Abus Magomedov, on était là, mais d'où ça sort ça? Et c'est probablement un moment de pression aussi de l'UFC où, encore une fois, Sean Strickland a potentiellement préféré accepter ce combat et signer son nouveau contrat après avec un levier de négociation, les rares leviers de négociation qu'on peut avoir à l'UFC, plutôt que de le signer avant et retomber dans un contrat un peu pourri. C'est un peu ça l'idée, c'est il te reste un combat et l'UFC, avec leur monopole, ils peuvent se dire, on te propose rien. Sauf si tu signes ce nouveau contrat ou avec ce nouveau contrat qui est clairement à notre avantage en termes de finances. Ou alors, tu seras bloqué dans un contrat, tu vas avancer en âge, tu vas avoir la fin de ta carrière qui se rapproche sans opportunité. Ou alors, la deuxième option, c'est, ok, bon, maintenant, t'as fait poireauter assez longtemps. Tiens, prends ce combat qui est vraiment pourri pour toi. T'as rien à gagner dedans. Ok, donc soit tu l'acceptes et c'est ton dernier combat sur le contrat, soit tu signes d'abord celui-là et on va peut-être te proposer une meilleure opportunité. C'est un peu comme ça que ça a fonctionné sur certains moments. En tout cas, c'est une pratique qui a été assumée. Il y a eu des différents témoignages aussi. C'est une pratique qui a été assumée par l'UFC, par Monsieur Silva. Ouais, c'est ça. Il y a eu des mails. En fait, il y a eu des mails dans le cadre de cette action collective. Il y a eu des mails qui ont été rendus publics, des échanges WhatsApp qui ont été rendus publics entre Joe Silva et Dana White, par exemple, où on sentait clairement qu'ils parlaient ouvertement de ça. Évidemment, ce sont des mails, donc tu t'attends à ce que ce soit privé.
jamais tu penses, ça va sortir publiquement dans 10 ans. Et c'est clair que bon, j'en ai lu quelques-uns et c'est abusif. C'est le mot, c'est abusif. Et le problème avec ça, c'est que les combattants, ils sont enfermés dans des contrats qui sont qualifiés par le juge qui a certifié la class action, des contrats quasi perpétuels. Donc les combattants qui sont rachetés une fois par l'UFC, ils reviennent pas sur le marché. Il n'y a pas de mouvement sur le marché. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas un truc qu'on pourrait assimiler à une sorte de mercato comme au foot. Ça n'existe pas. Dès lors que tu as trouvé la perle rare, et en plus l'UFC a plein d'argent pour prendre ces combattants-là. Ouais. Du coup, ils peuvent faire des erreurs, c'est pas grave. Et l'UFC, comme ils ont ce contrôle très fort sur la carrière des combattants, ils vont laisser à la concurrence que ceux qui veulent laisser. Ouais, c'est exactement ça. Et en plus de ça, parce que il y a une nuance qui est très importante selon moi, c'est que vu qu'ils ont ce monopole et que c'est largement la promotion que tous les fans regardent, c'est un gros levier de négociation pour eux parce que tu l'as dit, ils ont l'argent, mais c'est leur dernier moyen pour négocier un combattant. Quand ils veulent faire venir des combattants chez eux, ils vont pas leur proposer des grosses sommes. Ils vont leur dire, l'UFC t'ouvre les portes, c'est une opportunité pour toi, donc tu vas accepter pour 12 plus 12. Même si t'es un gros nom. Et c'est très rare des gars comme Cédric Doumbé qui refusent et qui disent, non, le PFL me propose plus d'argent. Alors oui, c'est le PFL, ça n'a pas la même visibilité que l'UFC, mais je vais accepter pour l'argent le PFL plutôt que moins d'argent l'UFC, malgré que c'est considéré comme le Saint Graal par les grands combattants. Et ça continuera à l'être. Très justement, parce qu'en fait, ce que la requête expliquait, et donc les combattants de l'UFC qui ont fait l'action contre l'UFC, expliquaient dans leur mémoire en requête, c'était l'idée de dire, le marché des intrants, il est dominé par l'UFC, et un petit combattant qui veut gagner sa vie par l'UFC, par l'UMMA, est obligé d'aller à l'UFC, parce que c'est les seuls qui et encore, certains, ça peut être très compliqué quand même, même en étant combattant de l'UFC. Ouais. Alors que c'est pas loin d'être ceux qui payent le mieux. Ouais, c'est ça. Avant d'être dans le top 15, je crois que t'as plutôt intérêt à avoir un boulot à côté, ou en tout cas mettre des heures dans des cours privés, dans des séminaires, etc. C'est ça. L'avantage de l'UFC, je vais quand même le dire, puisque tout n'est pas noir. L'avantage de l'UFC, c'est que grâce à leur monopole et monopsole, tu peux te vendre en tant que combattant UFC. Donc, tu peux arriver faire un tour d'Europe et dire, OK, je donne des séminaires dans chaque ville où je vais, et tu peux vendre ces séminaires plus cher que si tu es combattant PFL. Mais pas pour insulter les combattants PFL, mais un combattant de l'UFC va pouvoir vendre ses services de coach privé, pour donner des séminaires, etc., plus cher. Tu peux travailler un peu mieux ton branding et avoir plus de followers, ce qui permet de faire des placements de produits avec une meilleure rémunération. Mais voilà, c'est l'un des rares et des seuls avantages à signer à l'UFC. Mais comme tu le dis, ceux qui font du 12 plus 12 et qui combattent 2 fois l'année et qui perdent 2 fois, t'as 24 000 qui rentrent, moins les taxes, moins les coachs, moins le coût de ta préparation, c'est que dalle. T'es obligé de travailler à côté, obligé. Même en allant vivre dans des pays pauvres, t'es obligé de travailler à côté. Mais c'est une mauvaise blague, mais c'est la réalité. Parce que clairement, un combattant suisse, c'est encore pire pour lui. T'imagines, tu vis en Suisse où le coût de la vie est extrêmement cher, extrêmement élevé, et tu vas aller gagner 12 000 $ rapatriés, on va dire en 6 000 nets. Tu gagnes 6 000 nets en Suisse, les gens vont te regarder et vont dire, tu vis 2 mois ici. Surtout qu'en plus, tu prends 6 000 nets 2 fois dans l'année. Donc Oui, c'est ça. Tu vis 4 mois sur 12. C'est pas assez du tout. Et puis, si tu te blesses et tout, c'est bon. Bref, petite digression. Revenons peut-être à nos moutons. Donc là, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je sais pas si tu as d'autres actions anticoncurrentielles sur lesquelles tu voulais rebondir avec une anecdote. Non, parce que ça va être c'est anecdotique, quoi. Ok, donc maintenant on va passer vraiment à quel est le préjudice et quels étaient les risques, je parle au passé presque, quels étaient les risques encourus par l'UFC avant la nouveauté de ce settlement, de cet arrangement. Le préjudice, tu l'as très bien dit, c'est les combattants, ils considéraient que ils étaient sous-payés en fait. On a une faute. La faute, c'est de l'UFC de ne pas avoir respecté les règles du Sherman Act. Parce qu'ils ont acquis ils ont cherché à acquérir, etc. Ils ont mis des barrières à l'entrée sur le marché. Du coup, ils avaient un monopole illégal, quelque part. Grâce à ce monopole, ou plutôt à cause de ce monopole, ils pouvaient choisir le montant qu'ils désiraient pour payer les combattants. Et les combattants, ils se sont sentis lésés parce qu'ils ont dit, à cause de cette violation du Sherman Act, on était sous-payés. Si on avait été dans un marché concurrentiel, on aurait été beaucoup plus payé.
Voilà. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, l'UFC reversait entre 10 et 17% du chiffre d'affaires aux combattants. Ah, c'est bien d'en parler proportionnellement. Ça, c'est très peu. C'est vraiment très peu. Là où je vais te faire prendre mes petits chiffres. Là où des organisations concurrentes beaucoup moins rentables comme le Bellator, ils reversaient entre entre le Bellator entre 2010 et 2015 reversait 44,7% de son chiffre d'affaires. Et j'aime bien ce que tu as précisé parce que ça c'est important. C'est on parle de quand on parle de chiffre d'affaires, les gens vont toujours faire la réflexion. Ok, il y a chiffre d'affaires, mais il y a aussi bénéfice. Si tu fais un énorme chiffre d'affaires sans bénéfice, c'est de temps en temps moins intéressant qu'un petit chiffre d'affaires avec du bénéfice. Et donc ici, j'aime bien ce que tu l'as précisé. Non seulement le Bellator a un chiffre d'affaires qui est beaucoup moins intéressant que l'UFC, mais leur bénéfice est aussi moindre. Et malgré un bénéfice moindre que celui de l'UFC, ils arrivaient à payer 44% de leur chiffre d'affaires au combat. C'est clair. Et le Strikeforce était à 63%. Waouh. 63%, enfin, en vrai, 40%, c'est un chiffre qui est cohérent par rapport à d'autres sports. L'UFC est vraiment en deçà. Oui, parce qu'il y avait une comparaison avec le NHL, NFL, c'est les classiques aussi où on tourne pas loin des 50%, si j'ai pas de bêtises. 40. Je crois que l'endroit où ils vivent le mieux, c'est en NBA. En NBA, je sais plus combien de pourcents du chiffre d'affaires c'est, mais c'est énorme. Et là, on est seulement entre 10 et 17%. C'est très peu. Et justement, c'est pour ça qu'ils voulaient se faire réparer. Et c'était les conséquences possibles qu'il pouvait y avoir. Pour moi, il y avait 3 conséquences possibles de la précédente class action. C'était de 1, la réparation du préjudice. Donc le préjudice, on n'avait pas d'estimation très précise. Au stade de la procédure, il fallait seulement montrer au juge qu'on pouvait calculer le préjudice. Notamment en disant, regardez, le Strikeforce, il donnait 63%, le Bellator 44,7%. On va estimer que l'UFC aurait pu donner 50%. Et on va prendre le chiffre d'affaires, on va dire 50%. C'est pour ça qu'on avait des fourchettes entre c'était 800 millions et 1 600 000. C'est ça. Donc 800 millions et 1,6 milliard. Et donc si j'avais bien compris, c'est si ça passait au tribunal pour le class action, tout ça pouvait être triplé en dommages et intérêts. Alors c'est ce que j'ai pu comprendre. Là pour le coup, j'étais un peu plus fébrile au niveau connaissance juridique sur ce sujet-là. Mais de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu lire par d'autres médias. Oui, c'est ça. Je pense que j'avais lu Eric Magrassen qui avait dit ça. Et donc c'était un x3 qui était possible. Voilà, c'est ça. Il est crédible là-dedans. Et j'avais déjà, même en Belgique, je pense qu'il y a des situations où quand on t'attaque pour quelque chose, ça peut être triplé s'il n'y a pas d'accord à l'amiable avant justement. Et donc voilà. Là, c'est vraiment en dehors de mon domaine d'expertise, mais j'avais déjà entendu ça par le passé. Donc quand j'avais lu ça dans ce cas-ci, je m'étais dit, ok, c'est totalement possible que on soit sur du x3 si ça passe au tribunal. Ça, c'était la première hypothèse. Ouais. La deuxième, c'est une injonction du juge. C'est déjà arrivé. J'ai lu la doctrine dessus. C'est déjà arrivé que, en matière de droit de la concurrence, des entreprises se fassent découper. C'est-à-dire qu'on va avoir un gros monopole et l'entreprise, on va la découper en 5 petites entreprises pour qu'on mette de la concurrence. Oh. C'est très fort comme injonction. Celle-là, j'avais pas entendu par contre. C'est déjà arrivé. Je crois que c'était une des. Alors peut-être que j'ai une bêtise, mais pour moi, c'était une des menaces possibles par rapport à Microsoft. Ah ouais. Microsoft est effectivement connu pour son monopole. C'était une des menaces possibles à Microsoft. Donc il y a cette possibilité aux États-Unis de voir des entreprises se faire découper en plusieurs. Bon, là, ça aurait été très peu cohérent vis-à-vis du marché. Ouais, puis tu aurais fait comment pour séparer le roster, etc. Ça aurait été trop compliqué. Par contre, une autre injonction qui était beaucoup plus cohérente, c'est de dire, les contrats, on arrête l'exclusivité. Ou on arrête les contrats quasiment perpétuels pour remettre du mouvement dans le marché intrant. Je pense qu'on aurait laissé l'exclusivité parce que voilà, ça fait partie un peu du jeu dans le milieu du MMA. Mais par contre, je pense que ça aurait été plus limité dans le temps et avec des possibilités de sortie plus faciles. Donc enlever ce que tu disais de t'es en fin de contrat, si l'UFC match une autre proposition, tu restes chez nous. Ce genre de clause aurait pu être je pense supprimé et ça aurait rendu le marché un peu plus juste. Je pense que ça c'était vraiment le truc sur lequel il fallait se battre. C'était une injonction qui force à modifier le business model de l'UFC, notamment sur certaines clauses de contrat qui permet à l'UFC de garder les combattants sur des... allez, c'est factuel, je pense, ce que je vais dire, mais sur des éléments qui sont pas vraiment éthiques.
C'est t'es l'idée. blessé, on prolonge ton contrat. Il y a le Covid, on prolonge ton contrat. Tu vas à la retraite. Bon, ça, c'est peut-être encore logique parce que sinon c'est trop facile. Tu vois, je vais à la retraite 2 semaines plus tard, tu sors pour aller dans une autre promotion. Celle-là, je peux encore la comprendre. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments dans leur contrat qui permettent de trop facilement maintenir ces combattants et de jouer avec ça. C'est clairement, t'es dans un contrat d'exclusivité. Tu m'ennuies, je te propose pas de combat jusqu'à la fin de ton contrat qui est dans 2 ans. Et donc toi, en tant que combattant, déjà, t'es pas très bien payé quand tu combats, mais si tu combats plus, tu fais plus rien, quoi. Alors que si tes contrats sont 1 an et demi prolongeables, c'est déjà plus compliqué pour l'UFC de dire, on te propose rien jusqu'à la fin de ton contrat. Au final, il reste que 8 mois. C'est encore plus acceptable de les attendre. Bref. Et alors, parce que t'as dit seconde et puis tu t'es corrigé en deuxième. Parce qu'il y en a très peu qui le savent. Voilà, c'est ça. Mais j'aime bien en parler parce que il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Donc, on va faire une petite leçon de français. Quand on dit seconde, c'est qu'il n'y a pas de troisième. Et c'est pour ça qu'on dit la Seconde Guerre mondiale. C'est optimiste. C'est dans l'espoir qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. J'aime bien cette anecdote. C'est mon prof d'histoire qui m'avait balancé à l'époque. Ça, généralement, tu l'apprends à tes dépenses que tu viens de te faire corriger par ton prof parce que tu as dit seconde alors que tu as dit troisième juste après. Moi, c'est mon prof qui me l'a dit avant que je fasse cette erreur. Donc, c'était bon. Je l'ai retenu depuis le temps. Donc, voilà. Donc, on n'a pas dit second, on a dit deuxième, ce qui signifie qu'il y avait un troisième risque encouru par l'UFC. Et le troisième risque, c'est ce qu'on appelle le volet pénal du droit de la concurrence. Il y a des personnes qui sont déjà allées en prison, tout simplement, en prison fédérale aux États-Unis, dans du ferme, pour avoir violé le droit de la concurrence. Tout simplement. Wow. Est-ce que c'était possible en l'occurrence? Oui, c'était possible. Enfin, même dans le dossier, il y avait beaucoup de photos, de tweets qui avaient été repris par la requête, des tweets de Dana White où ça se moquait de la concurrence. Je sais pas vraiment dans quelle mesure ils auraient pu être utilisés. Je sais pas dans quelle mesure il y avait des risques d'aller en prison, mais c'était quelque chose de possible. Pareil, là où c'était plus probable, peut-être sûrement une grosse amende pour Dana White et les frères Fertitta. Ouais. On n'en a pas parlé depuis le début, mais c'est les frères Fertitta qui détenaient 45. Avant la revente en 2016. C'est ça. Donc ils avaient c'était 45-45 et 10% pour Dana White. Ouais. Mais en tout cas, ces 3 personnes-là qui étaient dans des postes, dans des hauts postes à l'UFC, auraient potentiellement pu avoir des risques sur le volet pénal du droit de la concurrence. Voilà. C'était juste anecdotique. Dans l'idée, il n'y a rien eu, il y aura sûrement rien à ce niveau-là. Ouais. Mais voilà, c'est toujours marrant de le souligner parce que voilà, si le juge était très très sévère et voulait vraiment et on voulait vraiment pour une raison X ou Y à Dana White, il aurait pu taper là-dedans. Alors, dernier point du podcast, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc on a entendu qu'il y avait un arrangement à l'amiable à 335 millions. J'ai l'impression que c'est pas 100% confirmé. Donc, que se passe-t-il si c'est validé? Donc, si c'est validé, il y a juste dédommagement où on a entendu que les avocats prendraient 33%, les représentants prendraient une plus grosse part pour leurs efforts et puis le reste serait réparti entre tous les combattants du groupe, pour reprendre les termes que tu as utilisés. Est-ce qu'il y a une chance que cette proposition soit refusée par les plaignants? Si c'est le cas, est-ce que ça repart dans le processus initial, mais plus tard? Quelles sont les possibilités maintenant? Alors, pour le coup, il y a beaucoup de commentateurs qui sont très optimistes. Moi, je préfère dire, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les représentants de la classe ont conclu avec l'UFC un settlement, donc c'est-à-dire un accord. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement les modes alternatifs de règlement des conflits. Donc, c'est des moments en amont d'un procès où on se met autour d'une table, on discute, on évalue les chances de gagner ou de perdre de chacun des parties. Et on va conclure généralement un accord onéreux, donc avec de l'argent, pour enterrer les procédures. Alors, c'est très connu pour les entreprises, parce qu'une entreprise, elle n'aime pas les procès. Parce que même si c'est coûteux, qu'ils ont plein d'argent, et qu'ils sont face à des petits plaignants qui sont avec leurs économies, leur tête, etc., voire du pro bono, hein, si c'est des avocats américains, il y a beaucoup ce truc-là, c'est d'éviter la médiatisation. Ouais. On n'aime pas que ce soit médiatisé. Et aussi, le juge, là, aurait pu mettre des injonctions qui auraient pu menacer le business et la pratique du business actuel de l'UFC. Et l'intérêt pour les représentants, parce qu'évidemment, il y a un intérêt, sinon ils n'auraient pas conclu d'accord, c'est de dire, bon, ça fait 10 ans qu'on est là. C'est ça. Ça a coûté beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup de temps, je pense. Même si maintenant qu'ils sont à la retraite, peut-être qu'ils ont un peu plus de temps. Mais et encore. Ils n'ont pas d'argent. Enfin, tu vois, t'es combattant mal payé à la retraite, t'as plutôt intérêt à travailler. Absolument. Et l'idée, c'est de dire, voilà, là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le procès en première instance. Il y aura un appel, c'est sûr. Comme ça, c'est sûr qu'il y a un appel, peu importe qui gagne, il y aura un appel. On n'est pas sûr de gagner. Et un procès, c'est un peu qui tout double en l'occurrence. Ouais.
Ah oui, oui, c'est clair, parce que ça on oublie de le dire, mais on a parlé des risques de l'UFC. Les risques du côté du plaignant, c'est l'UFC se défend tellement bien qu'ils sortent sans rien. Zéro. Absolument. Et donc là, l'UFC a réussi à quand même trouver une belle porte de sortie quand même. 335 millions, c'est pas beaucoup, et c'est peut-être là où moi j'ai peut-être quelques réserves sur j'ai ma copine qui me dit, j'ai dit mode alternatif de règlement des conflits au lieu des différends. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir différentes opinions. Donc voilà. Donc en gros c'est on se met autour d'une table, on discute grosso modo. Et en fait c'est peut-être là où j'ai mis un peu de réserve. C'est parce que l'accord doit être approuvé par le juge. Et au niveau de ce que j'ai pu lire, parce que là c'est assez récent, du coup j'ai pas eu le temps de lire beaucoup de doctrines là-dessus. Faut que l'accord il soit considéré comme juste et raisonnable pour les intérêts du groupe. Okay. Et comme on passe quand même d'un montant qui pouvait aller jusqu'à 1,6 milliard de dollars, potentiellement triplé, 335 millions, on se dit mais c'est rien. Moi c'est ça qui me semblait le plus ridicule en fait. Je me suis dit il pourrait y avoir un accord à l'amiable, mais je m'attendais à ce que ce soit minimum 800 millions en fait, le chiffre du bas pré-tribunal, donc pré-triplé. Je m'attendais à, sur 800 millions, je m'attendais à ce que on puisse trouver un accord. Mais en dessous de ça me paraissait peu. Et là, on est en dessous de la moitié du 800 millions. Donc c'est très peu. Surtout qu'en plus, la procédure est quand même allée assez loin. Là, il nous restait 2-3 semaines, on était devant le juge. C'est ça. C'était quoi le 10 avril, un truc comme ça. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui disaient, le juge, déjà, il a bien fait son taf. Et bon, ça c'est de la spéculation, mais il semblait ne pas être super fan des méthodes et des pratiques de l'UFC. Ça semblait partir en mode, ok, on va au tribunal et j'ai fait mon taf et on a publié les échanges de mails. Il y avait quand même des preuves assez accablantes qu'il y avait un abus de pouvoir, un abus de monopole. Donc ça partait mal pour l'UFC. Donc s'ils arrivent à s'en sortir avec 335 millions, ils s'en sortent très 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 bien. Et c'est peut-être là où justement l'accord pourrait ne pas être approuvé. Alors, en vérité, moi je pourrais poser peut-être une question, c'est qui sont petit point juste avant. Alors cet argent-là, il y aurait une partie qui va aller aux avocats. Alors j'ai vu qu'il y a de la jurisprudence sur la part que prennent les avocats. Il faut pas qu'ils prennent une part trop importante par rapport au montant global vis-à-vis de la classe. Donc ça c'est un point. Peut-être que ça pourrait être rediscuté, parce que l'accord peut être approuvé en partie, remodifié, rediscuté, etc. Donc il y a peut-être un point là-dessus, où il y a peut-être un petit point de friction. Mais alors, du coup, pour les combattants, qu'est-ce qui pourrait se passer? J'ai pu voir sur certains sites que la réparation peut se faire par forfait, c'est-à-dire que chacun prend X% qui équivaut à 10 000 $. C'est possible. Ah ok, donc soit ce serait un forfait. Alors, parce que moi, ce que j'avais en tête de base, c'est ça va être proportionnel. Quelqu'un qui a été lésé sur 8 combats devrait prendre potentiellement plus que quelqu'un qui a été lésé sur un seul combat par rapport. Ce sera la méthode à coup sûr pour moi qui sera proportionnelle, quoi. On va dire ça. Proportionnelle par rapport à ce qu'on a gagné aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a plus gagné, du coup, à l'UFC, c'est-à-dire qu'il aurait pu gagner encore plus. Ouais, c'est ça. Proportionnellement, t'es peut-être plus lésé, mais ouais. C'est un calcul quand même compliqué, parce qu'on disait aussi que, par exemple, McGregor, on sait pas trop s'il est dedans, parce que potentiellement, l'UFC peut dire, non, lui, il a été payé à sa juste valeur, même si on était dans un marché concurrentiel, il aurait eu le même salaire. Et donc, il y a peut-être aussi ce truc de, lui a gagné plus, donc proportionnellement, on s'attend à ce qu'il aurait gagné encore plus dans la class action, mais peut-être qu'on pourrait dire, mais non, il a gagné plus, mais lui, il se rapprochait de sa valeur du marché, donc finalement, le gap est moins. Donc il y a vraiment donc peut-être qu'ils vont se diriger vers un forfait, parce que c'est quand même plus facile quand on parle de 1200 voire plus combattants à répartir sur une somme. Peut-être qu'il y aura un forfait par souci de facilité, quoi. Et si on se pose la question de qui sont un peu les perdants de ce procès, en réalité les combattants, même si moi je comprends les arguments de Nat, je crois que c'est Nathan Quarry, c'est ça? Ouais, Nat Quarry, ouais. Qui en a parlé sur Reddit, où il expliquait un peu ces raisons profondes de pourquoi est-ce qu'ils ont approuvé cet accord, pourquoi est-ce qu'ils l'ont signé. Les combattants quand même, ils sont un peu lésés, parce que finalement on ne sait pas ce qu'il y a dans l'accord. Est-ce qu'il y a des points sur les contrats, parce que c'était quand même leur leitmotiv, c'était le gros point de friction, c'est là où ils voulaient évoluer. Est-ce qu'il y a des points sur les contrats? C'est possible, c'est peut-être pas le cas, on n'en sait rien. Auquel cas, ça voudrait dire que les combattants qui sont encore à l'UFC, et qui sont en classe, ils vont avoir un petit pécule, et leur vie va pas fondamentalement changer. Et aussi les autres gros perdants, c'est les concurrents. Parce que les concurrents, ils avaient une carte à jouer, là. Ah, bien sûr.
Ils avaient une grosse carte à jouer. Et qui aujourd'hui peut faire un procès à l'UFC chez les concurrents, hormis le PFL? Personne, parce les autres ne sont pas considérés comme étant dans la concurrence. Tu disais plutôt que le juge a très bien fait son taf et il a pas mis le KSW, le ARES dans les éléments à considérer pour calculer la concurrence, pour définir la concurrence. Donc il reste que le PFL et je vois pas sous quel angle il pourrait les attaquer aujourd'hui. Peut-être que ces attaques ils pouvaient gagner, hein, parce qu'en soi la position et les arguments de la requête ils sont toujours valables. Hein. Mais comme tu l'as dit, qui a assez d'argent pour les attaquer aujourd'hui? Ouais, c'est ça. C'est qui a assez d'argent et qui a assez de temps? Ouais, c'est ça. En temps, en énergie et en argent. Et là, c'est un master. En plus, maintenant, l'UFC, c'est plus l'UFC, c'est le TKO Group. Avec la WWE, donc voilà. Ils sont encore plus gros. Ils sont encore plus puissants. Ouais, donc c'est bon. On verra. Tout ce qu'on peut dire, c'est on verra. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Donc, on ne sait pas de quoi est fait les prochains jours, les prochaines semaines, mais il se pourrait fortement que on soit sur ce settlement ou sur ce type de settlement où ce sera purement financier. On peut que espérer qu'il y ait une injonction par rapport au contrat, mais aujourd'hui c'est que de l'espoir et une probabilité relativement basse, je pense, que ça fasse partie du settlement. J'en sais rien. Enfin, vu comment on parle Nat Quarry, à mon avis, c'est que de l'argent. Enfin, je pense que j'ai vu le post et ça semblait vraiment être ok. Là, on a fait beaucoup d'efforts. Il y a un risque que si on refuse, on est reparti dans un processus de 10 ans. Donc, ça va rien changer sur les 10 prochaines années. Et tout ça sans la certitude qu'on gagnerait encore dans 10 ans. Donc, ici, on a un settlement. Autant se dire, ok, on n'a pas tout ce qu'on veut, mais au moins, on a un petit quelque chose qui va permettre de dédommager tous les athlètes considérés dans le groupe. C'est déjà ça. Et je peux concevoir qu'ils veulent s'arrêter là. Dans tous les cas, on aura l'info dans 4 à 6 semaines si l'accord est approuvé par la justice. Normalement, on a quelque chose de précis. Voilà. Donc, on refera, comme vous le savez, hein, depuis qu'on a commencé à traiter le sujet sur la chaîne avec Alex Herbinet, j'avais promis qu'on allait faire le suivi. Donc, ici, c'est une vidéo où on vous explique précisément où on en est aujourd'hui. Et d'ici 4 à 6 semaines, je propose qu'on refasse le tour de potentiellement la finalité de cette affaire, ou alors si c'est prolongé, on détaillera pourquoi et comment. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou tu penses qu'on a fait un bon tour de la question? Moi, ça me semble très complet. Je pense qu'on était sur un niveau de vulgarisation suffisant et un niveau de précision suffisant. Ouais. Encore une fois, s'il y a des gens qui veulent me corriger dans les commentaires, n'hésitez pas, je les dirai. J'y répondrai, on peut en discuter, il n'y a aucun souci. Et moi, je te remercie, Chris, de m'avoir permis d'intervenir. Ouais, non, grand merci à toi. T'as fait un taf monstre et vraiment merci. En plus, tu me disais, je vais être honnête, je vais être transparent. Tu me disais avant le podcast que t'étais un peu stressé. T'as délivré de dingue. Hein. C'était vraiment très naturel, très fluide. Donc félicitations à toi. Merci beaucoup. Et comme tu l'as dit, s'il y a des questions, posez-les en commentaire et on fera peut-être un regroupement de questions, faire un autre Q&A, enfin questions-réponses. Voilà, ça dépendra de ce qui est mis en commentaire. Merci à tous pour la force, abonnez-vous et un tout grand merci à toi. Je mettrai tes réseaux peut-être en description, comme ça si des gens veulent te joindre pour une raison X ou Y, ils peuvent le faire aussi. Allez, belle journée à toi, ciao tout le monde. Salut.